Vos parents sont la clé de voûte de la libération des blessures et des mémoires dites karmiques. Il est important de prendre en compte que les parents que l'on a choisis, qui sont arrivés dans notre vie pour évoluer, peuvent parfois porter le lourd fardeau de celui de la culpabilité, de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir été suffisant. On peut les blâmer tant qu'on veut, mais à un moment donné, ils sont les initiateurs de ce que l'on doit relever, de ce que l'on doit transcender et transmuter. Et c'est par leurs failles que un être peut évoluer. Sans ces failles, un être ne peut pas évoluer, ne peut pas forcément appréhender la vie, les ressentis, la compassion, l'empathie, d'une façon qui est aujourd'hui constatée un peu partout. C'est que nous gagnons en empathie et en compassion, en force compassionnelle. Nous sommes de plus en plus sensibles, non pas que nos parents ne l'étaient pas, mais c'est parce qu'on évolue et de par notre évolution, eh bien, nous gagnons en sensibilité, c'est-à-dire nous gagnons en compréhension de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse et de ce que nos parents aussi ont vécu et ont traversé. Et à travers comme ça ces chemins de vie, ces transmissions qui se font de génération en génération, il est rendu possible aujourd'hui de complètement transcender et transmuter les mémoires dites karmiques et les sentiments. Pourquoi les parents sont la clé de voûte de la libération des blessures? En partie, bien évidemment, parce que ce n'est pas du fait que des seuls parents, c'est-à-dire que les parents naissent dans un environnement social, ils naissent dans un milieu religieux ou pas, ils naissent dans un endroit, dans un pays du monde, et donc il y a tout ce qui va être culturel, il y a la mémoire du pays, dont les parents vont être aussi imprégnés. Et parfois, ils vont avoir forgé des croyances autour de cette culture, de cette religion, de ce milieu social, etc. Et donc, il y a comme ça une transmission. Je m'explique. Au sein d'une fratrie, on peut ne pas avoir les mêmes parents dans le sens où on a des parents biologiques, mais notre père et notre mère va différer en fonction de, exemple, si nous sommes les aînés ou les petits derniers ou les enfants du milieu, en fonction des événements qui se sont passés dans leur vie, soit par exemple des décès ou des moments de crise, des déménagements, des pertes d'enfants. Tout ça, en fait, va faire que quand un enfant arrive au monde, même si les parents biologiques sont les mêmes, au sein d'une fratrie, on peut avoir des parents qui sont complètement différents parce que les événements qu'ils auront vécus vont être vecteurs d'énergie, vont être vecteurs de mémoire et vont initier de la mémoire et des blessures pour aussi les parents qu'ils vont transmettre. Non pas que les parents veuillent transmettre des blessures ou des sentiments déviants ou des croyances limitantes, c'est juste que c'est complètement inconscient. Mais aujourd'hui, avec notre état de conscience et avec les prises de conscience, il est évident, à mon sens, qu'aujourd'hui, nous avons évolué et nous avons cette capacité justement d'absorber beaucoup plus les mémoires et de les transcender, chose que nos parents ne pouvaient pas. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas énergétiquement suffisamment évolués ou préparés, mais c'est absolument juste, pour pouvoir transcender ces mémoires. À travers ces mémoires et à travers ces blessures, parfois, c'est ce que je peux encore entendre aujourd'hui, où on peut blâmer les parents d'avoir été égoïste, d'avoir été maltraitant, d'avoir été insuffisant, incapable, impuissant, de ne pas avoir été à la hauteur, d'avoir été malveillant, d'avoir été violent, etc. C'est absolument juste de passer par parfois ces phases-là, de la non-acceptation de ce qui a été fait, parce que ça permet de mettre à distance, de mettre du recul, mais à mon sens, on ne doit pas rester
dans cette configuration-là, parce que sinon on se place soit en victime et on cherche un coupable et on cherche à désigner ce que l'autre n'a pas fait, ce que l'autre n'a pas été, et on le place dans une position qui est peut-être un peu difficile, et on ne transcende pas vraiment, ne transmute pas vraiment, parce qu'on reste encore accroché quelque part. Ça peut être juste parce que vraiment il y a des étapes dans la libération des mémoires, et ces étapes, elles se passent de différentes façons. Il y a tout d'abord la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire que tout d'un coup, on arrive dans la vie, on reproduit des schémas sans qu'on sache que ce sont des schémas. C'est qu'après, c'est la reproductibilité des événements qui vont dire là, je suis toujours en train de tomber sur les mêmes personnes, je suis en train de revivre les mêmes situations, je suis en train de... c'est toujours comme le même scénario, et donc là, à un moment donné, il y a quelque chose qui se met comme en éveil et qui dit là, il y a quelque chose qu'il faut que j'aille voir, je suis en train de répéter. Donc c'est la prise de conscience, chose que nos parents, par exemple, ne pouvaient pas avoir. À travers cette prise de conscience, on va commencer à élaborer des concepts et de vouloir comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient le fait que, à travers, par exemple, mes rencontres amoureuses, je rencontre toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes schémas, et on commence à faire des liens et des corrélations avec ce que l'on a vécu durant l'enfance et avec ce qui se répète. Très juste. Donc on commence à manifester un positionnement à l'égard de ce que l'on a vécu, d'injuste, d'anormal, de déséquilibré. C'est absolument juste parce que ça permet, dans une première étape, de faire sortir justement l'enfant intérieur d'un espèce de prisme de croyance dans lequel il est complètement aveuglé, parce qu'il n'a pas la force du discernement à certains âges. Je vais y venir justement pour qu'on puisse commencer vraiment à comprendre les notions d'imprégnation, de ce qui s'imprègne durant l'enfance. Et au stade d'imprégnation, il n'y a pas de discernement, c'est juste on prend les énergies et on va évoluer avec, et on va les répéter plus tard. Donc se passe ce moment où tout d'un coup on prend conscience et on commence à avoir justement ce positionnement à l'égard des parents pour manifester son mécontentement, pour manifester ce qui n'est pas juste et pas normal. Et donc il y a comme un espèce de positionnement de dire là, je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai vécu, je m'oppose à cela. Et souvent il y a une opposition à l'égard des parents qui peut être plus ou moins virulente ou plus ou moins difficile, et qui peut passer par des altercations et par vouloir se faire entendre à un endroit mais ne pas être entendu. Si ça arrive, c'est un peu difficile parce que le parent n'est pas en mesure de comprendre ni d'entendre, non pas qu'il ne veuille pas entendre ni comprendre, c'est que parfois c'est inaudible pour lui, parce que on va reprocher des choses à un parent qui, lui, dans ce qu'il était, soit a oublié ou n'était pas sous cette lumière-là. Donc il peut y avoir comme ça quelque chose d'assez cacophonique sans que l'on puisse s'entendre et sans que l'on puisse se comprendre. Donc ça peut être un petit peu difficile, mais pourquoi pas, ça peut être nécessaire. Et ce positionnement, comme je vous dis, il est juste, mais il ne faut pas y rester. Il y a une nécessité aussi à se dire d'avoir été victime, de reconnaître la victime en soi. Et c'est pareil, c'est une nécessité. On a besoin, surtout dans les abus, que ce soit sexuel, que ce soit toute forme d'abus, l'enfant, il va se sentir, on va dire, fautif ou responsable de quelque chose, et il va vouloir le réparer. C'est la force rédemptrice et c'est la force de la culpabilité qui veut réparer quelque chose. Absolument juste. Et cette force de réparation et de vouloir réparer comme l'autre est absolument nécessaire, parce qu'on va commencer justement à ouvrir des perceptions, vouloir comprendre l'autre, vouloir être attentif à ce qui se passe. Il y a vraiment en fait toute une imprégnation psycho-émotionnelle qui est en train de se faire pour qu'on puisse grandir et évoluer sur ce qui est en train de se passer. Donc tout ce qui est, on va dire, imprégné durant l'enfance est absolument juste, parce que ça va se rejouer d'une certaine façon plus tard. Et cette projection, elle va perdurer dans un premier temps.
d'une manière très inconsciente, c'est vouloir, exemple, réparer l'autre avant ou sauver l'autre avant de se sauver soi-même. Et donc, à un moment donné, eh bien, il y a une nécessité de se reconnaître en tant que, on va dire, victime pour retrouver, eh bien, et réconforter cette part intérieure qui a besoin de se consolider. Mais à un moment donné, il ne faut pas rester là-dedans parce que si on reste là-dedans, eh bien, en fait, on va toujours avoir un espèce de ressentiment qui peut perdurer et qui n'est pas très bon à entretenir. Mais comme je vous dis, c'est des phases. Disponible sur laquelle je traite tout ce qui va être guidance. Je vais certainement faire une guidance qui va être en lien avec le sujet que je viens de proposer. J'essaie de maintenir la chaîne Ça coule de source dans des thématiques générales et globales et sur l'autre chaîne qui s'appelle Aurum Amoris. Ça va être plus des guidances, des énergies un peu plus spécifiques avec la lune, etc. pour ne pas surcharger la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à l'autre chaîne que je mets aussi en barre de description. Je vais vous donner des exemples sur l'imprégnation d'un enfant lorsqu'il vit en fait quelque chose dans une situation de vie au sein de sa vie, au sein de sa famille, au sein de son univers parental. Lorsqu'un parent, par exemple, se sent trahi, s'il vit une trahison, exemple, il y a tromperie au sein du couple, le parent qui se sent trahi, ça va lui renvoyer quelque chose intérieurement. C'est-à-dire, ça peut lui renvoyer eh bien, un sentiment de ne pas être suffisant, de ne pas être assez désirable. Et donc, en fait, ces sentiments vont être diffusés à travers l'enfant qui va ressentir cette vibration et qui va le prendre pour lui comme pour argent comptant. C'est-à-dire que là, l'enfant, il peut ressentir ça et il peut le prendre pour lui. C'est-à-dire qu'il va vibrer complètement. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, nous avons un discernement sur les choses. On peut les mettre en recul et en perspective et en réflexion. On peut réfléchir les situations. Un enfant, dans sa prime enfance, et encore moins quand il est à l'état de fœtus, n'a aucun moyen de pouvoir mettre à distance. Il s'imprègne totalement de tout ce qui vibre, de tout ce qu'il va ressentir. Et cette vibration et cette énergie, eh bien, plus tard, vis-à-vis du parent, il va tenter eh bien, de vouloir réparer, de vouloir faire mieux. Et à travers, en fait, ces blessures, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que la blessure, on la voit toujours dans quelque chose où on nous a amputé de la ressource, où on nous a amputé de ce dont on a besoin pour grandir, comme du bon engrais. Mais parfois, à travers la blessure, on va développer énormément de capacités et d'aptitudes. Mais ça, on ne le voit pas parce que, en fait, c'est comme si ça allait de soi. Mais pas forcément. Parfois, c'est des choses qui ont été travaillées. Par exemple, dans cet exemple-là, un enfant qui aura un ressenti, qui va être gagné par ce sentiment d'être insuffisant, de ne pas être assez bien, etc., qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va faire des efforts. Il va faire des efforts pour satisfaire. Il va faire des efforts pour pouvoir gagner eh bien, la satisfaction de l'autre. Et en fait, il est en train de déployer une énergie et une force pour justement, ça peut être du courage, ça peut être de la volonté, ça peut être, vous voyez, quelque chose justement qui va dégager une énergie absolument nécessaire pour exemple, pouvoir faire de son mieux. Et ça, c'est quelque chose dans, exemple, les blessures ou dans les sentiments. Moi, je préfère parler de sentiments. Dans les sentiments où on a l'impression que ça a amputé, comme s'il y avait quelque chose qui nous avait amputé d'une ressource, alors qu'en fait, ça a déployé quelque chose, mais on ne l'a pas vu. Et donc, dans cette projection, eh bien, l'enfant va grandir avec cette espèce de sentiment dont il aura en fait déployé une ressource, mais cette ressource, évidemment, elle ne va pas être conscientisée parce que, eh bien, quand on évolue, c'est l'état de souffrance qui nous fait prendre conscience de ce qu'on doit lâcher, de ce qu'on doit libérer. Et c'est à travers ces actes de répétition, plus tard, que par exemple, eh bien, ce jeune adulte va soit rejouer des situations de se sentir trahi, parce qu'il va revivre en fait ce sentiment, jusqu'à un moment donné, eh bien, transcender et transmuter cette blessure pour
complètement se défaire de ce sentiment et lâcher en fait ce prisme de vouloir, exemple, faire de son mieux, mais il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de c'est jamais suffisant, parce qu'il y a l'insuffisance, le sentiment d'insuffisance. Et c'est quelque chose comme ça qui va se reproduire à travers les schémas de vie. Chaque incarnation va avoir, on va dire, ces facteurs et ces déclencheurs qui vont permettre de développer à la fois une ressource et en même temps, ça va engendrer un sentiment, donc une blessure, qui va arriver à un moment donné à maturité, c'est-à-dire que quand elle arrive à maturité, c'est qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a de la souffrance. Parce qu'il y a besoin de dépasser un sentiment, de dépasser une expérience de vie. Quand on a suffisamment déployé de ressources aussi. Un parent, par exemple, qui a perdu un enfant ou qui a perdu un proche et qui le laisse dans un état de vide et de non-acceptation de la nouvelle vie, qui peut être difficile. Parce que dans les phases, exemple, de perte ou de deuil, il peut y avoir un parent qui peut rejeter la vie. Non pas qu'il rejette l'enfant, parce que souvent, dans les sentiments et dans les blessures, on peut prendre ce que le parent a fait pour soi, alors qu'en fait, c'est toujours un sentiment qu'un parent a et qu'il est en train d'exprimer et qu'il essaie de trouver une voie pour l'exprimer sans qu'il puisse aller voir un thérapeute, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça, et que la voix, parfois, c'est l'enfant par projection, etc. Et donc, dans cet exemple-là, il peut y avoir un non-accueil de la vie et donc le rejet. Et on le voit bien à travers cet exemple, ce rejet, c'est pas forcément l'enfant lui-même qui est rejeté, c'est exemple la vie. On peut parfois ne pas accueillir la vie au vu des circonstances, au vu de ce que ça appelle de ressources en soi que d'accueillir, et parfois il y a du non-accueil. Ce non-accueil va isoler l'enfant, donc l'enfant peut se sentir très seul. Mais cette solitude peut être un vecteur justement de connexion, à des forces intérieures. Souvent les enfants, par exemple, qui sont isolés ou qui sont seuls, vont connecter comme ça à de la profondeur. Ils vont connecter à de l'information, à de l'imagination. Ils vont connecter à un monde imaginaire et ça peut être de grands artistes. Souvent, on ne voit qu'à un moment donné que la blessure et le sentiment qui a amputé d'une ressource, parce qu'il arrive justement le moment où lorsque le sentiment ou la blessure arrive à maturité, c'est-à-dire qu'on a développé suffisamment de ressources, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient contrebalancer. Et ce contrebalancement, on ne le voit pas. C'est important de voir à travers un sentiment ou une blessure, ce que ça a engendré comme force ou comme ressource ou comme potentiel, etc. en vous. Parce que forcément, ça a déployé une ressource. C'est la résilience. Mais à un moment donné, cette étape de résilience, elle arrive à ce moment où ce sentiment peut plus ou moins perdurer. Pour reprendre cet exemple, cet enfant va se sentir rejeté. Il va cultiver ce sentiment de rejet. Et donc, il va être beaucoup dans la solitude et il va avoir à l'égard, exemple, de la vie, lorsque quelqu'un va vouloir l'accueillir dans la vie, il va avoir un comportement de rejet et de fuite parce qu'on ne l'a pas accueilli et il ne va comme pas comprendre dans son prisme de croyance et de sentiment qu'à cet endroit-là, on l'accueille, il va avoir un rejet. Donc, il peut se tourner vers des relations qui peuvent être plus ou moins justement maltraitantes, rejetantes, parce qu'il va vouloir, lui, exemple, réparer l'autre impérativement. Je dois réparer l'autre dans sa vie, dans l'accueil de la vie, pour que moi je puisse être dans cet accueil-là. Vous voyez ? Et à travers cette urgence de vouloir être accueilli dans la vie, il va vouloir réparer l'autre. Sauf que cette réparation, parfois, elle ne peut pas aboutir parce que c'est pas par l'autre que ça doit passer. Mais toute cette démarche, toute cette énergie, à un moment donné qui est déployée à l'extérieur, doit revenir à l'intérieur. Et c'est souvent ces étapes-là qui peuvent être
comme des dépressions, qui peuvent apparaître comme des dépressions parce que justement, il y a un état d'être qui est en train de s'effondrer parce que tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on a cultivé, toute la force, c'est d'être dans un fonctionnement, dans une idée de soi, dans une idée de perfection, de réparation, dans une idée de suffisance ou d'insuffisance, vous voyez, tout ça arrive à un moment donné à saturation, ce qui fait que quand ça arrive à maturité, ça a besoin d'effondrer un endroit pour que tout ce qui a été élaboré extérieurement doit se faire intérieurement. C'est-à-dire qu'on doit retourner comme à l'intérieur pour se reconstruire personnellement intérieurement. C'est là où, lorsqu'on est reconstruit intérieurement, lorsque justement toutes ces forces, des sentiments qui ont pu être un parcours difficile et douloureux, arrive à cet état de révélescence. C'est ce que j'appelle la révélescence. Pour moi, la révélescence, c'est un état de l'être qui fait que on n'est plus sous un prisme de ressentiment, de rancœur. Il y a une réelle acceptation de tout. Il y a un chemin qui nous conduit vers c'est honore ton père et honore ta mère. Et ça, c'est une phrase, je pense que beaucoup de personnes connaissent, qui vient d'un maître. Quand ce maître dit ça, honore ton père et honore ta mère, ce n'est pas pour se plier à eux et pour que ce soit des dieux et que nous nous plaçons en dessous. Non, c'est qu'à un moment donné, il est nécessaire dans ce parcours et dans ce chemin de vie que d'honorer ceux qui sont incarnés pour que l'on puisse évoluer. Parce que ce qu'il nous donne, c'est du pain béni, dans le sens où c'est ce qui va nous faire travailler intérieurement et c'est ce qui va nous donner naissance. C'est là où on va œuvrer, où on va travailler, parce qu'en fait, le mot travail, c'est un mot avec lequel j'avais beaucoup de mal, parce que quand j'ai vu l'étymologie, je dis comment ça vient de l'esclavagisme et de la souffrance, va des rétro-satanas, moi je ne veux pas. Mais en fait, on parle du travail comme exemple du travail lors d'un accouchement. Parce qu'on est en train de mettre au monde quelque chose. Et ce travail intérieur, c'est à un moment donné notre propre mise au monde. Et lorsque on se met au monde à travers ce que nos parents, qui ne sont que des acteurs d'une certaine façon, qui viennent nous donner ce dont nous avons besoin pour évoluer, pour grandir, arrive cet état où tout d'un coup, enfin, on renaît à soi. Et quand on renaît à soi, on ne peut qu'entrer en gratitude et on ne peut qu'honorer ces êtres qui ont été placés sur notre chemin pour que l'on puisse grandir et évoluer et aimer. À ce moment-là, c'est cette clé, cette fameuse clé de voûte dont je vous parle, qui s'ouvre littéralement et qui vous ouvre le cœur. Parce qu'on ne peut que ouvrir son cœur à ce moment-là, quand on transcende, quand on transmute ces sentiments, où on voit que c'est un parent a transmis, souvent malgré lui, même dans les comportements violents, un parent qui est violent, que ce soit physiquement, psychologiquement, émotionnellement, verbalement, etc., c'est un parent qui tout d'un coup est hors de lui. Et je défie quiconque ici qui un jour n'a pas été hors de lui ou hors d'elle, qui à un moment donné ne s'est pas laissé complètement bousculer par un état émotionnel et qui a pu à un moment donné vriller, où on a perdu le contrôle, où on était hors de soi. Eh bien, en fait, ces états-là sont justement de la mémoire qui ne nous permet plus d'avoir une maîtrise sur ce qui est en train de se passer. Et c'est comme quelque chose qui est très pulsionnel et qui a besoin de s'engouffrer à cet endroit-là et qui fait qu'on est hors de soi. Et même pour les parents qui ont pu être violents avec leurs enfants, toute forme de violence, ce sont des parents qui étaient dit hors d'eux et qui n'ont que relayé ce qu'ils ont reçu. C'est pareil, il n'y a pas si longtemps que ça, j'y reviens souvent dans ce que je partage.
À mon époque, il y avait des martinets, qui étaient vendus dans les supermarchés, l'éducation avec, des fessées, avec, des cris, avec des punitions, c'était, pertinent et c'était bon. C'est-à-dire que, il faut voir d'où nous venons. C'était juste, il fallait employer la force pour faire plier les forces intérieures pulsionnelles des enfants, pour que ça ne déborde pas. Et c'était à coups de bâton, à coups de violence, à coups de mots, à coups de punition. C'était à genoux, les mains sur la tête. Il fallait humilier pour que l'enfant il comprenne bien que là, il avait été trop loin, ou même parfois, c'est pas grand-chose, hein. Et ça pouvait partir très vite parce que, eh bien, eux-mêmes ont vécu ça, etc., etc. Il est donc nécessaire, et c'est important de prendre conscience que, à travers ce que nous avons vécu dans notre enfance, tout est là. Tout est là. Je le répète aussi souvent, je n'ai rien contre les vies antérieures ou les régressions, etc., de tout ce qui peut être fait dans les mémoires akashiques ou encore d'autres choses. Mais j'ai conscience, ou en tout cas j'ai réellement pris conscience, que tout était réuni ici pour avoir les clés de ce qu'on a besoin de faire évoluer là où on aura besoin de grandir. On n'a pas besoin d'aller chercher très très loin. Il suffit de voir à travers eh bien, les comportements. Il suffit de voir à travers notre relation au monde. Notre relation au monde est le reflet de ce que on nous a transmis. Et dans cette transmission, il y a de l'évolution. C'est pas on nous a transmis que des choses qui sont dégueulasses. Non. Ça nous fait développer du potentiel et de la ressource. Pourquoi nous sommes beaucoup plus sensibles? Parce que c'est un travail de longue haleine. Pourquoi nous sommes de plus en plus conscients? Parce que c'est un travail de longue haleine. C'est toutes des transmissions. Il faut voir d'où on vient. Ça a été une de mes grandes questions, justement. C'est pourquoi il y a de la violence, pourquoi on s'en prend aux enfants, etc. Ça a été une de mes grandes questions pour vraiment comprendre la mécanique et l'origine du point de départ, parce que pour moi, tout a une origine, tout vient de quelque chose, d'un endroit. Et dans cet endroit que je suis allée canaliser et chercher, eh bien, au fur et à mesure, j'ai entendu et j'ai vu toute cette évolution dans laquelle nous sommes la présence. C'est plus que des acteurs, nous sommes la présence de ce monde qui évolue. Et quand on prend conscience de ça, à ce moment-là, eh bien, on peut honorer nos parents, c'est-à-dire honorer nos anciens, etc. Tout ce chemin qui a été fait. C'est donc ici essentiel que de ces parents ont été les parfaits parents pour que nous puissions évoluer. Et c'est essentiel de voir cela, en quoi ces parents, qui ne sont que des passagers, nous ont été essentiels pour notre évolution. Voilà les amis, je m'arrête là.